Sire, chers orateurs et intervenants dans les ateliers, vous êtes nombreux d'ailleurs, chers professeurs, chers collègues, chers amis, merci encore d'être venus aussi nombreux. Le pari est gagné, hein, Marc, lorsque tu nous as sollicité, l'idée était de rassembler des acteurs d'horizons très très divers et je pense que le pari est gagné et donc c'est déjà un excellent début. Voici Göbekli Tepe. C'est un petit monticule d'une quinzaine de mètres de haut, qui est artificiellement construit sur un sommet situé à 750 mètres d'altitude environ. Hein. C'est au sud de la Turquie, c'est un site qui a été découvert très récemment par des archéologues allemands. Et Göbekli Tepe a vu le jour il y a 12 000 ans. Alors le chiffre impressionne, mais peut-être encore plus quand on le compare avec des repères préhistoriques plus familiers. 12 000 ans, c'est 7 500 ans avant la pyramide de Khéops. C'est 7000 ans avant Stonehenge, 5500 ans avant les alignements de Karnak, et évidemment 12 000 ans avant l'arrivée de la Belgium sur le marché. Il faut se souvenir qu'à cette époque-là, on n'est pas encore à la grande révolution agricole, les humains ne se sédentarisent pas encore, hein. Ce sont des nomades qui vivent encore de chasse et de cueillette. Alors sur ce site, on sait que les gens y organisaient de grands festins et y consommaient de grandes quantités d'alcool. Et oui. On a retrouvé des restes de gibier en grand nombre, des très grands récipients de pierre avec des résidus d'oxalate de calcium. Et l'oxalate de calcium, eh bien, c'est produit en général lors du trempage, du brassage et de la fermentation du grain. Donc en d'autres termes, c'est un sous-produit du brassage. À partir de ces preuves, les chercheurs ont conclu que Göbekli Tepe était un vaste site de festival où les hommes et les femmes de l'âge de pierre sont venus se régaler et boire de la bière en quantité. Depuis la nuit des temps, donc, l'homme a cherché à modifier son état de conscience à travers les produits psychotropes. Alors, moins 7000 avant Jésus-Christ, apparition de l'hydromel, moins 2700 en Chine, apparition du cannabis, ou en tout cas les premières traces découvertes d'usage du cannabis, 2500 ans la feuille de coca, les festivités romaines, on ne va pas s'étendre aux alentours de l'an 0. Petite anecdote, mais qui vaut le détour, 1432, l'UCL, le recteur de l'UCL, l'UCL a 6 ans à l'époque, hein. 1432, le recteur se plaignait déjà du retour bruyant de ses étudiants en fin de soirée. Donc vous voyez que les choses n'ont pas beaucoup changé. 1839, guerre de l'opium, alors changement de ton. Hein, lorsque la Grande-Bretagne a voulu ouvrir les ports chinois en déversant de l'opium venu des Indes, parce que la balance commerciale de la Grande-Bretagne était en négatif par rapport à la Chine, eh bien, ça a déséquilibré la société chinoise à tel point qu'il a fallu ouvrir ses ports. Et par après, d'ailleurs, pour éviter ce genre de guerre, il a été pris au sein de la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, les premières lois visant à contrôler le trafic. 1969, Woodstock et ses excès, et puis, comme je vous le disais, la Belgium en 2018. Alors, on peut donc considérer que jusqu'à la fin du XIXe siècle, on était dans le paradigme de l'insouciance. C'est-à-dire que l'homme a toujours consommé, mais en gros, la société, les États n'en avaient cure. Ça n'avait pas vraiment d'importance. Au début du XXe siècle, les premières législations anti-drogue, centrées sur les produits, ont vu le jour au sein de la Société des Nations, je l'ai dit notamment avec le début de cette guerre de l'opium. En 1908 aux États-Unis, au Canada, en 1916 en France et en 1921 en Belgique. Mais les choix qui ont été posés l'ont été sur base de positionnements moraux. À chaque culture, ça ou ces drogues. Alcool et tabac en Occident, vous n'allez pas me démentir, feuilles de coca dans les Andes et j'en passe. Il n'y a donc pas de lien direct entre le caractère licite ou illicite d'un produit et sa dangerosité, en termes de santé publique en tout cas. Le choix est donc moral et il n'est pas sanitaire. Alors après plus d'un siècle maintenant, on a le recul pour analyser les apports et les défauts de ce système. Et force est de constater que ce paradigme est vraiment à bout de souffle. D'abord, une société sans drogue relève vraiment de l'utopie. On l'a vu, l'homme a toujours cherché à consommer et à modifier son état de conscience, et a priori, ça ne va pas changer. Les approches sont principalement centrées autour de l'objet de la dépendance, autour du produit plutôt qu'autour de l'individu. On peut le regretter et j'y reviendrai. Par ailleurs, l'ONU
a acté l'échec de la guerre contre les drogues. Feu Kofi Annan déclare l'échec cuisant de la lutte contre les drogues en 2014. D'ailleurs, la prohibition a alimenté un marché mondial illégal de l'ordre de plusieurs centaines de milliards, selon toujours l'estimation de l'ONUDC. Et le coût mondial de la prohibition, et on peut du coup s'en émouvoir parce qu'on sait combien les acteurs du soin ou de la prévention manquent parfois cruellement de moyens, le coût mondial de la prohibition est estimé à plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Et on sait par exemple, pour une analyse plus fine, en France, on voit que le coût est estimé à 2 milliards, rien que pour la France, 2 milliards par an. Par ailleurs, le modèle prohibitionniste n'a pas induit de diminution des consommations. La meilleure estimation, celle de l'ONUDC toujours, du nombre de consommateurs dans le monde, est passée de 203 millions en 2008 à 243 millions en 2012, ce qui représente en 4 ans une hausse de valeur absolue d'environ 18%. Ça veut dire que on estime que la prévalence de l'usage des drogues dans la population générale, dans le monde entier, est estimée de 4,6 à 5,2%. Évidemment, on parle des drogues illicites ici. La production illégale d'opium dans le monde, elle a cru de plus de 380% depuis 1980, passant d'environ de 1000 tonnes à plus de 4000 tonnes aujourd'hui. Et ça veut dire aussi que le prix de l'héroïne s'est effondré de plus de 75% en Europe et 80% aux États-Unis, malgré une augmentation du degré de pureté du produit. Donc évidemment, tout ça constitue une menace pour la santé publique. La production, la vente au détail clandestine aboutit souvent à la mise sur le marché des drogues frelatées, dont la puissance et la pureté ne sont absolument pas maîtrisées, sont totalement inconnues, et donc s'accompagnent évidemment de risques sanitaires supérieurs. Ça provoque également l'enrichissement des dealers, évidemment. On sait que le marché, la prohibition a alimenté un marché mondial illégal de l'ordre de plusieurs centaines de milliards. Alors, d'après les données de 2005, ça date un peu, mais la production aurait atteint une valeur de 13 milliards de dollars, le commerce de gros de 94 milliards et le commerce de détail de 322 milliards. Donc ce sont des chiffres évidemment colossaux. La taille de ce marché mondial de gros des drogues dépasserait l'estimation équivalente pour les céréales, le vin, la bière, le café et le tabac combinés. Donc vous voyez que c'est quand même un marché lucratif. Et encore, on pourrait citer les hausses de criminalité, l'exclusion sociale des usagers, évidemment, et l'éloignement de ces usagers des dispositifs de soins et de réduction des risques. Alors l'ensemble de ces constats nous pousse à croire que le modèle est à bout de souffle. Il est temps d'agir collectivement, en pensant qu'on peut piloter aussi ce changement. Et d'ailleurs, c'est vraiment un cri du cœur qu'on vous adresse aujourd'hui. Dans le secteur des assuétudes, les spécialistes que vous êtes, les acteurs sociaux, les psychologues, les médecins, les assistants sociaux, etc., on s'accorde généralement pour dire qu'une approche globale de l'individu en interaction avec son environnement permet de prendre en considération la complexité du sujet. C'est un sujet complexe. Sortons de la caricature, allons vers plus de nuances et de complexité. Et il est essentiel de l'envisager comme un continuum. Alors un continuum pour le consommateur, de l'absence d'usage jusqu'à la dépendance sévère. Et d'ailleurs, vous voyez que j'ai mis en face de cela la question de l'acceptabilité sociale. Si on prend l'exemple de l'alcool, si je ne suis pas consommateur, je peux aussi subir éventuellement un certain rejet social, jusqu'à la dépendance sévère où je subis évidemment aussi un rejet social. Un continuum d'approche de la promotion de la santé jusqu'à la réinsertion socio-professionnelle. Il y a dans la salle des acteurs de toute la chaîne. Et évidemment, c'est toute la chaîne qui est importante et ce continuum est essentiel. Et d'ailleurs, un individu risque de passer par ces différents éléments durant sa vie. Et puis un continuum aussi dans les déterminants de la consommation, qui prend en compte ce qui est de l'ordre individuel, ce qui est de l'ordre inter-individuel, mon entourage social, familial, ce qui est de l'ordre communautaire, ce qui est de l'ordre politique ou institutionnel. Alors, tout cela nous pousse qu'à croire qu'un nouveau paradigme pourrait voir le jour. Et ce paradigme, je vous invite à le nommer le pragmatisme. Certaines politiques en vigueur montrent déjà sa pertinence, les approches transdisciplinaires dans le soin, et ça, Philippe nous en dira un mot, les actions de réduction des risques ou la prise en compte des environnements des consommateurs, par exemple. Donc sortons de ce positionnement et de ces positionnements qui sont archaïques et qui sont basés sur l'affect, sur la culture, et soyons plus pragmatiques et connectés à la réalité de terrain et sous l'angle de la santé publique
plutôt que sous l'angle moraliste. Alors ce changement de paradigme, comment se traduirait-il concrètement? Quelle différence ça représente par rapport au paradigme moraliste qui est en vigueur? Eh bien, on peut voir ça sous différents angles. D'abord, en termes de centre de gravité. Dans le pragmatisme, on met l'accent sur le désir, sur l'attention, sur le comportement. Et l'addiction est donc vue sous un angle comportemental et plus uniquement autour d'une substance. Et c'est ça qui devient intéressant. Puis il y a les types de prévention. Face à l'abstinence universelle, la réduction des risques liés à la prise de substances. Exemple, je sais pas moi, distribuer des seringues propres, stériles, ou ouvrir des salles de consommation à moindre risque. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Eh bien, ça sert de prémisse à une transition vers une prévention plus universelle, globale, qui, elle, est destinée à un large groupe de citoyens, qu'ils soient consommateurs ou non d'ailleurs. Donc la réduction des risques, en fait, constitue une espèce de premier pas vers le pragmatisme, puisqu'elle implique une absence totale de jugement sur le consommateur. Et c'est essentiel, ce changement de regard sur le consommateur, et ça Philippe l'évoquera aussi plus précisément tout à l'heure, il est essentiel. La prohibition, quant à elle, on peut considérer que c'est la mesure légale du moralisme. Dans le pragmatisme, on peut aussi avoir une approche multifactorielle. Je vous l'ai montré avec le schéma tridimensionnel. On met le focus sur le sujet et son environnement plutôt que sur le produit en lui-même. Dans l'approche biomédicale, eh bien, on évolue vers une approche plutôt biopsychosociale, qui est beaucoup plus globale, plus holistique, et une approche plus globale de la santé. La science, qui devient plutôt une science du bonheur, plutôt que exclusivement une science clinique. Et donc, c'est aussi pour ça que je remercie Marc de nous avoir réunis tous ensemble, parce qu'il y a des cliniciens ici, mais il y a aussi toute une série d'autres acteurs. Et puis le lien qu'on entretient avec l'objet addictif. Dans le moralisme, on parlera quasi systématiquement de dépendance, là où on parlera plutôt de connexion avec le produit ou avec son environnement. Mais c'est aussi une approche qui élargit, qui porte à ouvrir, qui nous invite à ouvrir nos œillères. Alors, il y a la manière dont on en parle aussi. On parle souvent des addictions. Moi, je vous inviterais plutôt à parler de l'addiction, qui, justement, invite aussi à cette vision plus globale de la thématique. Alors, ce n'est pas évident, parce que moi-même, j'ai tendance à évoquer les addictions de manière générale, mais peut-être qu'on pourrait faire cet effort de changer de vocable autour de ce sujet. C'est le même, par exemple, c'est le même circuit de la récompense, qu'on soit consommateur d'héroïne, qu'on soit un aficionados des réseaux sociaux, et à chaque clic ou à chaque like, notre circuit de la récompense est aussi stimulé. Donc on peut dire que quand même, il y a des bases communes à tout cela. Et puis une question de langage, évidemment. C'est clair que dans le moralisme, l'usager est pointé du doigt, jugé comme l'unique responsable de son addiction. C'est un obsédé, c'est un alcoolique, un toxicomane, un drogué, un intoxiqué, un junkie. Dans le pragmatisme, on tendrait vers une stigmatisation beaucoup plus limitée du sujet. On parlerait d'usagers, d'alcoolodépendants, des personnes ayant des problèmes d'addiction, etc. Donc les choix des termes appropriés pour parler d'une personne sujette à une addiction est crucial. C'est une manière d'éviter vraiment sa stigmatisation et donc son isolement qui renforcerait encore évidemment sa problématique addictive. Le pragmatisme apporterait de la nuance, de la complexité dans le langage. Et le langage, ce langage-là, traduit aussi une forme de gradation d'addiction dont il est en question. Alors dans le moralisme, on oppose consommation et abstinence, c'est un peu dichotomique, c'est un peu manichéen, c'est blanc ou noir. Dans le pragmatisme, de nouveau, on parle de la solitude et puis le lien social, et donc là, il y a aussi cette notion de progressivité. Vous connaissez ces expériences menées notamment par Bruce Alexander, le Rat Park. Quand on enrichit l'environnement des rats qui sont dans une cage, quand on agrandit la cage, quand on donne, je sais pas moi, des toboggans, des tunnels et ainsi de suite, qu'on enrichit vraiment l'environnement du rat, eh bien, il se détourne des produits psychotropes qu'on lui propose au sein de cette cage. Même chose, ces soldats américains qui, pour 20% d'entre eux, étaient devenus héroïnomanes pendant la guerre du Vietnam, eh bien 95% d'entre eux, lorsqu'ils sont revenus au bercail, lorsqu'ils ont retrouvé leur environnement sécurisant, leur famille, leurs amis, leurs proches, eh bien 95%, sans aucun traitement, ont arrêté leur pratique addictive. Et puis le périmètre économique, dans le moralisme, on s'adresse de nouveau principalement sur les questions de produits, et dans le pragmatisme, on élargit ces questions notamment aux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, YouTube, les lobbies du sucre et ainsi de suite.
Apparition aussi de nouvelles normes. Serge Tisseron, que vous rencontrerez peut-être durant ce forum, nous a suggéré cette règle des 3, 6, 9, 12, par exemple, pour une gestion un peu raisonnée de la question des écrans chez les plus jeunes. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y reviendra beaucoup mieux que moi. L'évaluation, ça c'est vraiment un élément essentiel. Moi qui travaille en promotion de la santé depuis plus de 15 ans maintenant, il est extrêmement difficile de pouvoir évaluer exclusivement avec des données chiffrées. Il y a des critères d'évaluation. Et ces critères, on doit les développer, mais ils nous permettent d'avoir de nouveau une vision plus nuancée, plus fine de la complexité du monde dans lequel on évolue. La perception du problème aussi. Dans le moralisme, c'est un problème de criminalité principalement. Et on voit bien dans les investissements qui sont faits dans les mesures sécuritaires au détriment peut-être de certaines mesures plus préventives et curatives. Alors que dans le pragmatisme, l'angle, le prisme de lecture serait un prisme orienté principalement autour de la santé publique. Alors, dans le marketing aussi, on passe du marketing de substances addictives telles que la cigarette ou l'alcool à l'addiction marketing, qui fait référence à la volonté de rendre le consommateur accro à son produit. Vendre un produit addictif n'est plus gênant. Les entreprises axent fièrement leur marketing autour du caractère addictif du produit qu'elles vendent. Alors, quelques exemples. Comment créer un produit ou un service addictif? Le marketing décomplexé, en quelque sorte. House Addict. Devenez addict, virus vape, devenez addict à nos e-liquides. C'est quand même, là, je dirais, on pousse le curseur un peu loin, de quoi rendre les cigarettiers jaloux quand même, à moins qu'ils soient derrière peut-être le concept. Bon, je vous passe des autres exemples, mais Color Addict, à partir de 7 ans. Paris Coiffure, bon, je me sens un peu moins concerné sur ce coup-là. Dior Addict, Sport Nutrition Addict. Alors ça, c'est sur l'application Waze. Vous avez entendu cette campagne récente de Deleuze. Prêt pour votre nouvelle addiction? Oh oui, notre addiction aux fruits, cette fois. Opium, Adidas, un t-shirt, Fitness Addict, Addict, the sneaker shop. Enfin bref, être addict devient un concept vendeur. C'est une certaine forme de dissonance pour les connaisseurs du monde de la publicité. C'est souvent ce terme-là qui revient quand on voit ce type de pratique publicitaire. Cette dissonance s'installe et c'est donc en gros le paradoxe du concept négatif qui se transforme en concept faussement subversif et donc vendeur. En tout cas, sous nos latitudes, c'est très culturel ça aussi. Je conclurai donc là-dessus. Les comportements addictifs, ils ne datent pas d'hier, on vient de le voir. L'usage des psychotropes a vraisemblablement traversé vraiment l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Comme l'a démontré Luc, un changement de paradigme est avant tout un changement de regard. Ce regard, il évolue à travers les âges, on l'a vu, et donc il est possible de changer notre prisme de lecture. Et on peut le faire ici, collectivement. Je pense qu'il y a une grande majorité d'entre vous qui est déjà prêt à le faire et qui le traduit d'ailleurs déjà très concrètement. Mais moi, je vous lancerai comme un cri du cœur en guise de conclusion, et que je vous invite à faire résonner, c'est « abat le moralisme et vive le pragmatisme ». Merci beaucoup.